Quand on entend parler du pu'er, on pense souvent à un thé ancestral, c'est le thé traditionnel de la petite mémé en Asie du Sud-Est et tout. Mais la vérité, c'est que c'est une idéalisation, ça. Parce qu'en vrai, la culture du pu'er, on pourrait dire qu'elle a à peu près 20 ans. Ça a commencé principalement à Canton. En fait, à Canton, c'était une boisson assez... C'est vrai que c'était assez traditionnel il y a 50-60 ans, mais c'était surtout la boisson de chips, c'était dans les restaurants qu'on buvait ça. C'était du thé vraiment pas cher, qui venait un peu de Pétaouchnok, tu vois, du sud-ouest du Yunnan. Donc le Yunnan, ça paraît, c'est une région très reculée, on va dire, pour la Chine. Et c'est que, alors, c'est allé à Canton, le pu'er, et après, il y a, pendant la Révolution culturelle, en fait, il y a... Alors pendant la Révolution culturelle, il y a beaucoup de Cantonais qui sont partis se réfugier à Hong Kong. Et avec eux, ils ont amené la culture du pu'er comme ça. Et après, dans les années 90, du coup, Hong Kong a été rétribué à la Chine. Donc avant, Hong Kong était une colonie anglaise et après, ils sont devenus chinois. Mais du coup, il y a plein de Hongkongais qui n'étaient pas d'accord avec ça. Et donc, du coup, ils sont partis à Taïwan et ils ont emmené des galettes de pu'er dans leurs valises. Donc, du coup, la culture du pu'er, elle s'est épanouie à Taïwan dans les années 90. Et en fait, ils buvaient surtout du vieux thé, du thé vieilli. C'était un peu comme le whisky, le pu'er. Il fallait absolument le faire vieillir 10 ans avant de le consommer. D'accord? Parce qu'avant ça, c'était un petit peu trop costaud, c'était un peu trop râpeux, on va dire. Donc du coup, ils le faisaient vieillir. Et à Taïwan, du coup, il y a eu vraiment un boom de la culture du pu'er. Tout le monde cherchait du pu'er. Mais il n'y en avait pas tant que ça, du pu'er. Donc du coup, au bout d'un moment, il n'y avait plus trop de stock de vieux pu'er. Donc ceux qui faisaient le commerce de pu'er à Taïwan, ils se sont dit, on va venir dans la région de production pour en acheter directement aux producteurs. Donc du coup, début 2000, tu as des Taïwanais qui sont venus ici. Et par exemple, à Jingmai, de là où je vous parle, il y a des Taïwanais qui sont venus, qui ont monté une usine ici. Et là, les Taïwanais, qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu que d'un côté, il y avait des plantations modernes, comme ça, avec plein de pesticides dessus, des hauts rendements, qui faisaient des très jolies feuilles, mais qui étaient un petit peu insipides, en fait. Et c'est pour ça que c'était un peu râpeux le pu'er, parce que ça venait principalement de ces plantations modernes, avec une gestion intensive. Mais à côté de ça, les agriculteurs, ils leur ont montré des jardins qui poussaient dans la forêt, mais qui étaient à moitié abandonnés, et dont les feuilles, en fait, étaient moins chères que les plantations modernes. D'accord? Et du coup, ces jardins anciens, qui poussaient principalement sous couvert forestier, à l'époque, ils n'étaient pas particulièrement récoltés. Mais du coup, les Taïwanais, ils se sont dit, on va essayer de faire le thé, le pu'er, avec les feuilles de ces jardins. Et c'est là qu'ils ont découvert que ça avait vachement meilleur goût que les feuilles des plantations. Et c'est là qu'en fait, ils se sont aperçus que même jeune, même sans avoir besoin de le vieillir, en fait, tu pouvais boire le pu'er. Et donc là, on est à peu près en 2003-2004, et là, c'est un peu l'explosion, vraiment le boom du pu'er. Et quand je dis que du coup, le pu'er a 20 ans, c'est parce que pour moi, c'est cette culture qui est prévalente actuellement dans le pu'er. C'est la culture du terroir et des jardins anciens. Donc, c'est-à-dire que l'idée, c'est que vu comme ça, chaque montagne a vraiment, le thé dans chaque montagne a un goût différent, un goût particulier. Et ça, c'est comme on pourrait le retrouver dans le vin, en fait. La manufacture du pu'er n'est pas très compliquée. Nous, ce qu'on veut, c'est en fait récupérer les feuilles des jardins qui ont poussé. Certains ont poussé pendant des siècles, en fait, sur une montagne. Et en fait, la variété, elle a changé avec le temps, du fait de l'évolution. Donc par exemple, si tu es sur une autre montagne et il gèle souvent, et du coup, il y a plein de théiers qui vont mourir dans les épisodes de gel. Et donc du coup, les théiers survivants, les graines qu'ils vont faire, elles vont être d'une génétique sélectionnée. On va avoir une variété particulière qui va naître de cette montagne. À l'inverse, en basse altitude, peut-être que les insectes vont plus être le problème. Et donc pour se défendre des insectes, peut-être qu'ils vont générer des composés aromatiques, des polyphénols particuliers. Et donc on va avoir une variété qui va peut-être être plus aromatique, par exemple. Et donc du coup, chaque montagne, au fil des siècles, s'est forgé sa propre variété. Donc c'est en partie pour ça qu'on a des goûts différents dans chaque montagne. Après, on a aussi le microclimat qui fait que le goût est différent. Et on a aussi des différences de tradition entre les différentes montagnes. Et en fait, ces trois aspects, on pourrait dire la variété, la géographie, avec le climat inclus, et les traditions, c'est ça qui forme le terroir. Et quand on aime le pu'er,
on explore le terroir. C'est pour ça que c'est un type de thé qui est si intéressant en fait. Et donc du coup, le pu'er, il a à peu près 20 ans parce que c'est depuis cette époque qu'on valorise vraiment, qu'on sépare les feuilles de chaque montagne et qu'on nomme les galettes de thé d'après les montagnes productrices. Et aussi qu'on porte une certaine importance à la façon dont sont cultivés les jardins de thé. Alors qu'avant c'était plus le blend et c'était des grandes manufactures qui le faisaient. Et on faisait surtout le vieillissement.